La ville de Saint-Paul-et-Dax avec Kevin Lossu vous présente les rendez-vous du patrimoine. Une archive, un bâtiment, un fait remarquable de la commune. On vous dit tout, on vous raconte tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro des rendez-vous du patrimoine Saint-Paulois avec aujourd'hui une thématique qui va nous emmener non plus sur le devoir de mémoire, quoique, puisque nous allons rendre hommage effectivement au vieux cimetière de Saint-Paul. Alors pourquoi les cimetières ? Parce que souvent ce sont des lieux de recueillement, mais ce sont aussi des lieux qui ont une âme et des lieux dans lesquels il est parfois agréable et paisible de se promener. Pour un certain nombre d'entre nous, en tout cas, qui aimons flâner dans les cimetières, eh bien on va vous retracer justement l'histoire du vieux cimetière en compagnie de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Et de Didier, qui est agent de la mairie en charge justement des cimetières et des concessions, qui va nous parler de sa mission et plus spécifiquement effectivement de son travail sur le vieux cimetière. Alors Kevin, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous replacer le contexte en fait de ce vieux cimetière, dans la mesure où on sait qu'il existe 3 cimetières à Saint-Paul et que c'est celui-ci, le plus ancien, qui paraît le plus abandonné, mais en fait on se trompe. Il y a en effet un cimetière à côté de l'église qui porte un certain nombre de concessions parmi les plus anciennes de la commune. Il n'était pas là à l'origine, c'est ce que nous apprennent les archives. On sait déjà, si on remonte le temps et les écrits, qu'il y avait dans la localité de l'église déjà une nécropole, probablement dès l'Antiquité, dès la fin de l'Antiquité. On sait qu'il y avait des sépultures et des sarcophages. Alors, ça, c'est l'archéologie au XIXe siècle qui l'a mis en évidence. On sait qu'il y avait donc même sur la hauteur de l'ancien presbytère, tout à côté de l'église, eh bien déjà aussi une nécropole à cet endroit-là. Donc un site assez étendu, mais qui a pour point central l'église. Donc c'est autour d'elle que va se développer la première nécropole. Là où les archives se font beaucoup plus précises, c'est dans la première moitié du XIXe siècle. On apprend que ces sépultures sont beaucoup trop nombreuses et que le cimetière est saturé. Un témoignage de 1844, plus précisément une délibération, fait état de cette difficulté à enterrer. Je vous cite un passage. Les agents d'état civil expliquent la chose suivante. Il est indispensable d'opérer, selon eux, la translation sans retard, attendu qu'on ne peut creuser une fosse sans rencontrer des cadavres fraîchement inhumés, ce qui compromet hautement la salubrité publique, en même temps qu'il répugne aux habitants. Donc il y a vraiment, là on est en juillet 1844, une nécessité impérieuse de faire un nouveau cimetière et de déplacer un certain nombre de sépultures. Il va y avoir une opération d'inventaire qui va être réalisée autour de l'église pour identifier des terrains. Et ça, c'est à partir des années 1854 qu'un site va être identifié, le site de l'actuel vieux cimetière, qui appartient à Raymond Truol. Et alors pourquoi ce choix de ce nouvel emplacement Alors, il y a eu plusieurs réflexions. C'est-à-dire qu'on a essayé d'imaginer plusieurs sites autour de l'église. Certains étaient trop éloignés, principalement autour de la rue Jean-Odos. Et dans la localité, on a même pensé de l'autre côté de l'église. Mais finalement, ce qui était le plus pratique, c'est que ce terrain, il est contigu à l'ancien cimetière, donc il est tout à côté de l'église. On est dans la continuité, en fait. Exactement. Voilà, donc c'est un terrain de 60 arts dans la localité de Plaçotte, et il a été vendu pour 5000 francs à l'époque. Donc on est en 1854. Vous avez parlé de translation, peut-être Didier, vous pouvez nous en dire un mot, simplement, rapidement, nous rappeler aux gens ce que c'est qu'une translation de corps. Alors, une translation de corps, ça consiste justement à faire évacuer tout ce qui est inhumation, tout ce qui est corps qui se trouve dans la concession. Donc, on procède justement à l'ouverture de cette concession. On extrait les corps. Après, par la suite, ils ont la possibilité soit d'être incinérés ou alors d'être réinhumés dans un autre cimetière. Merci, comme ça c'est un peu plus clair. Donc Kevin, est-ce que vous voulez rajouter sur l'histoire de ce cimetière avant qu'on rentre effectivement dans le détail du projet qui nous occupe ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 1854, ce cimetière ouvre ses portes. Donc on va nettoyer le cimetière autour de l'église de façon à créer bien un jardin, celui qu'on connaît aujourd'hui. Et un mur va être créé autour du nouveau cimetière, mur qui existe toujours, qui a la particularité aussi d'être un mur de soutènement parce que ce site a plusieurs désavantages, malheureusement, outre sa proximité qui est un avantage, il est en pente et en plus il est parcouru par des sources. Donc c'est un site un petit peu délicat pour enterrer. Alors justement, Didier,
On a la chance de vous avoir avec nous. Vous allez pouvoir nous expliquer justement à la fois vos missions et puis le travail qui est en cours, tant sur le mur d'ailleurs dont Kevin vient de parler, mais également sur la reprise des concessions, parce que c'est vrai que quand on le regarde, on a l'impression qu'il est à l'arrêt, qu'il est à l'abandon, ce cimetière. Or, absolument pas. Je crois qu'on a même entendu parler de rumeurs disant qu'il allait être fermé, rasé, reconstruit, je n'en sais rien. Donc est-ce que vous pouvez nous rassurer et puis surtout nous en dire un peu plus? Alors ça fait à peu près 15 ans qu'on entend dire que le cimetière, donc, il allait être rasé. Moi j'ai même entendu dire qu'on allait y faire passer une route dessus, donc c'est totalement faux. Donc là actuellement, nous on a fait ce que l'on appelle une reprise de concession en état d'abandon. Donc ce cimetière il date à peu près du 19e siècle. Il compte une grande majorité de concessions en état d'abandon, enfin de concessions perpétuelles. Il faut savoir quand même qu'il y a une vingtaine de concessions qui sont toujours entretenues. Et en plus, chaque année, on a à peu près une à deux inhumations dans ce cimetière. Ce qui est quand même étonnant, parce qu'on ne dirait pas comme ça quand on le regarde. Alors, on a certaines familles qui souhaitent et qui désirent absolument être inhumées dans cette concession, puisque tous leurs parents, arrière-grands-parents sont inhumés dans ces concessions-là. Bien sûr. Donc, par la suite, ce cimetière, il présente vraiment un aspect extrêmement dégradé depuis de très très nombreuses années. Donc, c'est pour la raison que la municipalité a décidé d'engager donc cette procédure administrative. C'est une procédure qui est extrêmement longue, elle va durer sur 3 et 4 ans, et elle est pilotée par la société Gessim qui est basée à Brest. Alors, en quoi c'est compliqué et long comme procédure? Parce qu'il y a de la recherche, comme on ne peut pas comme ça reprendre une concession. Quand on dit reprendre une concession, pour les gens qui nous écoutent, c'est simplement, en fait, et vous l'avez expliqué tout à l'heure avec le processus de translation, c'est sortir les corps, finalement les réduire, et puis finalement recéder cette concession à quelqu'un de nouveau pour une nouvelle inhumation. Alors là, actuellement, ce ne sera pas le cas. Donc là, en préalable de ces exhumations, on a tenté de retrouver des descendants, donc des titulaires de ces concessions. Ça a été fait par la communication sur le site de la mairie, sur le municipal, et par affichage à l'entrée du cimetière. D'accord, donc une fois qu'on a fait cette opération, donc à l'appel de manifestez-vous, finalement, c'est ça? Exactement. Donc on a répertorié 375 concessions sur les 450 que compte le cimetière. Alors elles ont été répertoriées et elles ont été piquetées par un panneau sur site par le service de la mairie, par le service état civil. En fait, on est à l'identification des tombes et des propriétaires finalement des tombes, en fait, des concessions. Tout à fait, tout à fait. Alors après, nous, on a fait un petit inventaire de tout ce qui présente un patrimoine historique, de par l'architecture des monuments qui sont dans le cimetière. On a également fait un inventaire de tout ce qui est monument avec des parements en fonte. Et après, on a essayé d'identifier les concessions qui représentent sur lesquelles les personnalités sont inhumées. Donc on a également identifié ces concessions-là. Alors ça, effectivement, Kevin nous dira tout à l'heure des mots sur le patrimoine justement remarquable de ce cimetière. Mais alors, une fois qu'on a fait tout ça, finalement, quel est l'objectif derrière? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, on va essayer de réhabiliter justement ce cimetière-là, puisqu'il est quand même très dégradé. Donc on va commencer par faire un procès-verbal de constat d'abandon sur les concessions. Donc ce premier constat est établi le 20 avril. On s'est rendu sur site donc avec le premier adjointe, Madame Sylvie Péducas, ainsi que le commissaire de police de Dax. Donc ce premier constat est parti depuis le 20 avril. Alors toutes les concessions qui sont concernées sont affichées à l'entrée du cimetière sur une durée de 3 ans et elles sont également consultables en mairie. Et au bout des 3 ans, du coup, parce que c'est fait pour que quelqu'un se manifeste en fait et nous dise finalement oui, je suis d'accord pour que vous repreniez la concession, ou non, au contraire, je suis d'accord pour la renouveler, ce qui nous permettra de lui dire bah oui, ok, vous la renouvelez, mais il faut l'entretenir aussi. Oui, bien sûr. Voilà, donc au bout des 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors à la fin de cette longue procédure, la municipalité aura la possibilité de rendre entièrement ses concessions, c'est-à-dire de faire évacuer tous les monuments, de les faire détruire, de les faire évacuer, et on aura également la possibilité de faire exhumer les corps. Alors on aura le choix soit de faire réinhumer les corps dans d'autres concessions sur les autres cimetières de Saint-Paul-et-Dax. Mais je pense que la décision de la mairie sera de faire incinérer les corps et de faire la dispersion des cendres dans notre jardin des souvenirs. On n'en est pas là, effectivement. On a 3 ans pour y réfléchir, mais ça fait partie des options, effectivement. Ouais. Après, sur les concessions donc, qui seront reprises et qui seront totalement vidées, on proposera au niveau de la mairie soit de vider entièrement les concessions pour récupérer entièrement les emplacements, c'est-à-dire on évacuera les monuments, on exhumera les corps, on les fera incinérer, et par la suite on proposera à la municipalité soit de faire un jardin du souvenir, soit de faire des columbariums sur ces espaces-là.
Pour les autres concessions, on évacuera simplement les monuments et on laissera les corps en terre. On identifiera les emplacements par des bornes. Et par la suite, on proposera justement à la municipalité de faire ce qui ressemblera à un jardin américain, c'est-à-dire un cimetière beaucoup plus vert, avec des bornages, et qui donnera un aspect totalement différent de ce qu'il présente actuellement. Tout en conservant quand même l'âme de ce cimetière, qui est quand même un cimetière qui est très paysager, enfin en tout cas quand on rentre et qu'on l'aborde, Oui. par rapport aux deux autres cimetières d'ailleurs de Saint-Paul. Merci Didier. Alors maintenant que vous nous avez présenté votre travail et ce projet, vous voulez rajouter quelque chose peut-être avant que... Non, ce sera une procédure de toute façon qui est très longue. Il faut faire très très attention puisque chaque concession doit être traitée une par une. Il ne faut pas se tromper, sinon ça peut annuler entièrement la reprise de la concession totale. Donc il faut vraiment faire très très attention. C'est un travail de fourmi qui est extrêmement important et puis surtout qui doit être fait avec minutie et beaucoup de respect effectivement pour les familles et puis pour les gens qui sont inhumés dans le cimetière. Mais c'est effectivement aujourd'hui une procédure qui est nécessaire pour qu'on puisse continuer à faire vivre ce cimetière. Alors ce cimetière, Kevin, effectivement, puisqu'on est dans un rendez-vous du patrimoine Saint-Paulois, il présente de nombreux éléments patrimoniaux remarquables qui le distinguent des autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Tout à fait. Dès qu'on entre dans ce cimetière, on s'aperçoit qu'il est structuré de façon particulière. Il y a une partie haute qui concentre la plupart des monuments historiques, ceux qui ont le plus de caractère architectural, et une partie basse où il s'agit là de simples caveaux dont certains sont cependant rehaussés d'une croix, soit en pierre, soit en fonte. Il y a une particularité à ce cimetière qui est précisément aussi cette présence du fer et de la fonte. Évidemment, on est dans une ville qui a compté donc plusieurs fonderies, à Besse-Hardy, en connexion avec Astets, et on retrouve un certain nombre de ces productions sur les ouvrages et dans ce cimetière, avec des croix de différentes dimensions, avec des motifs plus ou moins ornementés, qui situe une certaine forme de luxe aussi par rapport à ces ouvrages. Ces croix, on peut les retrouver sur les catalogues des forges de Castès, d'Abbesse et d'Hardy. Donc il y a un inventaire qui est possible et on peut dire vraiment que c'est une des spécificités de l'identité de cette nécropole. Alors, il y a 4 typologies véritablement d'édifices que l'on va trouver. J'en ai cité déjà 2, donc le caveau et la chapelle. Je voudrais peut-être parler d'abord de la chapelle parce que c'est ce qui retient notre attention quand l'on entre dans ce cimetière, qu'on ne va pas retrouver dans les autres cimetières. C'est des ouvrages qui nous plongent vraiment dans l'art funéraire, dans ce qu'il a de plus exaltant. On pense par exemple au cimetière du Père-Lachaise à Paris qui est constitué en grande partie de ces chapelles. C'était une tradition, alors plutôt dans le domaine de la bourgeoisie, dès la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, de faire ériger une chapelle dans laquelle véritablement on va avoir un autel, se recueillir directement au-dessus des sépultures. Un endroit qui est en même temps un espace fermé, car il y a aussi une notion de sacré qu'on ne va pas profaner, donc ces chapelles sont fermées à clé, il y a des portes qui sont en fer et qui ferment l'accès. Ces chapelles, on peut en retenir, je pense, 2 véritablement, 2 ou 3. Celle de la famille Gardilane, qui était liée à une famille de banquiers de la localité, qui est celle qu'on ne peut pas manquer. Dès qu'on entre dans le cimetière, derrière le calvaire, c'est celle qui nous accueille. Celle de la famille Boyau, celle de la famille de l'aviateur, Maurice Boyau. Et enfin, dans la partie haute du cimetière, celle de la famille Lasserre, qui était une famille d'industriels, notamment, qui avait une usine de tuileries dans le quartier Saint-Martin. Ces chapelles, elles ont pour particularité d'être véritablement des sortes de petites églises. Donc elles vont avoir un style gothique, avec des pinacles, avec des arcs brisés. On a tout un vocabulaire qui nous ramène au Moyen-Âge et qui porte des sculptures assez remarquables. Ces ouvrages, il faut les protéger, il faut évidemment les identifier. D'ailleurs, le ministère de la Culture avait bien repéré la sépulture de la famille Boyau, que l'on doit d'ailleurs à un architecte de Dax, Alfred Levanier. D'accord. Il y a ensuite les caveaux. Les caveaux, c'est des ouvrages qui ne sont pas, comme les chapelles, des pièces. On a là affaire à une table, une sorte de socle sur lequel va être inscrit soit des sculptures, soit des ornements particuliers. Ils sont au-dessus donc d'un puits dans lequel on a plusieurs étages où sont installées les sépultures. Ces caveaux, certains sont remarquables ou originaux. Je pense à la famille Jalcal, par exemple, qui avait les forges, les fonderies,
et qui est dans un style grec, par exemple. On va s'inspirer de l'architecture funéraire antique. Oui, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a pas de style prédéfini dans un cimetière. Je veux dire, une fois que la mairie a donné son autorisation pour le style de monument, quelque part, on fait, entre guillemets, ce qu'on veut. À l'époque, c'était ça. On faisait appel à des architectes, donc il y avait vraiment une notion aussi de représentation immuable dans la mort. Donc certains de ces caveaux, évidemment, portent vraiment tout l'apparat que l'on attend, avec tout un ensemble aussi de codes et une symbolique cachée qui est là pour nous rappeler le deuil éternel. En général, c'est avec des urnes funéraires, avec des voiles de deuil, voilà. Et pour certains, on trouve aussi des sculptures. Ça, c'est une autre caractéristique. Alors, la plus remarquable, c'est celle de la concession de la famille Pradeux, qui était imprimeur, éditeur et libraire au Sablard. Et bien là, on a une sculpture à échelle humaine qui est signée par un sculpteur local, Belloc. Remarquable, une sculpture en deuil qui vient finalement pleurer de manière immuable sur la tombe. Et enfin, on a tout ce patrimoine des croix en fonte qui, selon l'économie du programme, sont plus ou moins remarquables. Écoutez, merci Kevin, merci Didier. Grâce à vous, on sait tout presque sur le vieux cimetière. On a bien compris qu'effectivement, on était en action pour justement lui redonner en fait sa splendeur d'antan et peut-être une nouvelle splendeur justement. Alors vous avez parlé Kevin du fer, de la fonte et ça tombe bien, ça nous fait la connexion avec notre thème de la semaine prochaine puisque ensemble nous aborderons le château d'Abbesse. On vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager ce podcast. Et on vous dit à toutes et à tous à la semaine prochaine. Merci Didier, merci Kevin. Merci. Et à bientôt.